Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Cet épisode est la suite d'un échange initié dans un épisode précédent que je vous recommande d'écouter avant de débuter celui-ci. Embarquez avec nous dans la suite de cette discussion pour en apprendre plus sur ce sujet passionnant. Tu citais un indice d'individualisme, je ne savais pas que ça existait. Donc comment c'est calculé ça? Alors ça, c'est les travaux de Gert Hofstede. Donc c'est dans les années 70, donc c'était un psychologue qui a posé un cadre sur les questions de culture. En fait, il bossait chez IBM et donc il a étudié les différences culturelles chez les employés d'IBM partout dans le monde. Et donc ça a été un des grands pères fondateurs finalement de l'étude scientifique des cultures, donc là dans le sens des cultures nationales. Et donc il a identifié au fil de ses travaux d'abord 4 puis 6 dimensions qui permettent de caractériser la culture d'un pays. Donc il y a la dimension individualisme, collectivisme. Il y en a d'autres qui sont super intéressantes, comme justement la distance hiérarchique. Je parlais tout à l'heure de l'aversion au risque. C'est une troisième. D'accord, ça vient du même. Voilà. C'est le même cadre théorique. Et effectivement, à ce jour, il n'y a pas vraiment de cadre théorique alternatif pour caractériser les cultures nationales. Il est toujours utilisé aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres travaux, mais en tout cas, c'est un cadre qui est toujours aujourd'hui largement utilisé et qui est très éclairant. Et c'est réévalué régulièrement du coup? Parce que j'imagine que une culture, ça évolue forcément. Oui, alors les cultures, elles évoluent tout doucement, mais elles évoluent effectivement. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir la trajectoire de l'évolution des cultures. Oui, c'est réévalué. Et là, moi, les chiffres qu'on utilise, ils datent de 2010 en fait. Le dernier gros inventaire, il a été produit, publié en 2010. Donc, donc, effectivement, ça évolue, mais ça évolue à une échelle assez lente dans le temps. Donc, on peut supposer que c'est quand même encore pas mal d'actualité, ces scores. Oui, j'imagine que c'est le genre de choses qui peut évoluer un peu plus brusquement s'il y a des événements marquants, une guerre, peut-être après les attentats du 11 septembre, ça va peut-être évoluer aux États-Unis. En fait, effectivement, il y a non, en fait, quand il y a un gros événement comme ça, comme une guerre, comme tu dis, ou bien des attentats, des choses très marquantes pour un pays, il y a des perturbations qui s'observent dans la manière de penser des gens. Et puis après, en fait, ces perturbations, elles ont un cycle de vie et qui font qu'après elles redisparaissent. En fait, ça aura fait une bosse ou un creux à un moment, et puis après ça revient sur une trajectoire qui est plus stable dans le temps, même si elle évolue quand même, et finalement qui est moins dépendante des événements. Ça va être des grandes philosophies de pensée, philosophies de vie, qui vont quand même bien résister aux aléas. On prend toujours l'image que la culture, c'est comme les racines de l'arbre. C'est-à-dire que même s'il y a une tempête terrible à l'extérieur, l'arbre, il va perdre toutes ses feuilles, il va même casser des branches, il va même peut-être casser son tronc, mais les racines, elles sont toujours là. Et il va repousser. Et donc, c'est ça, les racines, c'est ce qui résiste. Quand tout s'écroule, c'est ce qui résiste. Donc, la culture, c'est comme ça, c'est pareil. Ok. Et alors, du coup, en fonction des cultures, c'est pas forcément les mêmes manières d'innover. Si on revient sur notre question centrale, c'est quoi aujourd'hui, l'état de l'art sur cette question-là? Est-ce qu'on sait que dans tel contexte, il vaut mieux utiliser telle approche et dans tel autre telle approche? Oui. Alors, je vais parler encore une fois de la France.
Mmh. Parce que, donc je parlais de l'aversion au risque tout à l'heure, qui est la caractéristique majeure du profil culturel français. Il y a autre chose qui est, intéressant dans le profil culturel français, c'est la distance hiérarchique, c'est-à-dire l'importance de la hiérarchie dans notre vie de tous les jours, que ce soit notre vie dans le monde professionnel, mais même notre vie, privée, hein, dans le domaine familial. Il y a aussi des dynamiques de hiérarchie qui s'observent dans le domaine familial. Donc en fait, ça on baigne toute notre vie dans ces notions de hiérarchie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la hiérarchie a une importance, particulière, plus que chez nos voisins, mettons, allemands, anglais ou les Américains. En fait, ils ont un niveau de distance hiérarchique qui est plus faible. Donc ça veut OK. dire quoi pour les processus d'innovation? Ça veut dire que, encore une fois, on se base tout le temps sur les États-Unis, sur ce qui se passe aux États-Unis, mettons sur les startups dans la Silicon Valley, comment ça marche et tout ça, l'innovation qui naît à tous les coins de rue de façon organique, et on aimerait bien que ça se passe de la même manière en France, mais ça ne peut pas se passer de la même manière en France, justement parce que aux États-Unis, il y a cette faible distance hiérarchique qui fait que quelqu'un qui débarque de nulle part, c'est un peu ce qu'on appelle le rêve américain, qui n'existe pas, qui débarque de nulle part, il peut créer quelque chose à partir de zéro et devenir un très grand entrepreneur, un homme à beaucoup de succès. Donc, il peut partir de zéro et atteindre les sommets. Ça existe. En France, c'est le rêve américain. En fait, en France, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais il est beaucoup plus compliqué à mener. Et du coup, ça veut dire qu'il faut pas raisonner comme ça en France. Il ne faut pas s'imaginer que l'innovation, elle peut aussi fleurir à tous les coins de rue comme une mauvaise herbe. L'innovation en France, elle a besoin plus d'une structure, entre guillemets, hiérarchique. En entreprise, si on est tout en bas de l'échelle dans l'entreprise, on a une plus faible probabilité de faire aboutir une innovation qui viendrait de nous que si on est plus élevé dans la hiérarchie. Ok, dit comme ça a l'air très négatif, mais alors ce qui est intéressant, je fais une micro-parenthèse, ce qui est intéressant avec les questions de culture, c'est qu'en fait, toujours, il faut se forcer, il faut se faire violence pour toujours euh, considérer que c'est pas bien ou mal dans l'absolu, en fait. Ça marche pas comme ça, la culture. Il n'y a pas une culture qui est meilleure qu'une autre, c'est juste différent. Et donc, en France, le fait d'avoir cette distance hiérarchique élevée, ça peut être un frein si on veut innover en dehors des circuits hiérarchiques. On va rencontrer des freins si on veut innover en dehors des circuits hiérarchiques, mais c'est aussi une force si justement on s'appuie sur les circuits hiérarchiques pour innover. Ce que je veux dire, c'est que si je veux innover sans mon chef, j'ai peu de chances que ça fonctionne. Mais si mon chef est avec moi, là par contre, ça peut énormément booster mon innovation. Donc, si je suis soutenue si l'innovation elle est portée, soutenue par la hiérarchie, du coup, elle peut acquérir une puissance qu'elle n'aurait pas eue dans un environnement avec une plus faible distance hiérarchique. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut regarder tous ces mécanismes d'innovation, il faut les regarder au prisme de la culture. Innover dans une culture avec une forte distance hiérarchique, ça veut dire quoi? C'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients? Et à chaque fois, on en trouve des avantages et des inconvénients. Et l'idée, c'est de trouver à chaque fois le bon chemin pour dire, OK, on va prendre tous les avantages et on va finalement exploiter au maximum de son potentiel notre profil culturel au service de l'innovation, au service de je sais pas quoi, de changer le monde, de changer les choses, ou enfin voilà. OK. Donc, on a cette idée que en France, un bon levier, ça va être de mettre son chef de son côté, quoi, pour aller Ouais, porter clairement. son idée. Ça, Mm. c'est un Pour premier déplacer des levier. montagnes. Ouais. Avec son chef, on peut déplacer des montagnes. Sans son chef, c'est un peu plus compliqué de déplacer des montagnes. OK. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui ont été démontrés sur les différences culturelles? Enfin, sur Euh, l'impact des différences culturelles dans les alors, mécanismes de bah, en fait, société? là, je vais aussi donner des, des limites à mes propres travaux et mes propres connaissances.
C'est que, bah, nous, ça fait des années qu'on a identifié la question de l'aversion au risque en France, la caractéristique de l'aversion au risque. En fait, c'est quelque chose qui est objectivé quand on fait justement des enquêtes sur la culture. Et c'est quelque chose qu'on vit aussi quand on va dans les entreprises, parce qu'on voit bien que les entreprises, elles sont frileuses quand il s'agit de faire des changements trop radicaux. Et donc ça, du coup, on a bien cerné le problème, on a bien rationalisé le problème. Et par contre, en fait, aujourd'hui, j'ai pas de solution, j'ai pas de réponse à comment innover dans une culture qui a une forte aversion au risque. On continue de chercher, voilà, work in progress. OK, C'est ça encore un marche. point dur sur lequel on bute. OK, et en termes individuels d'ailleurs, est-ce qu'il y a des profils de personnes qui sont plus créatifs que d'autres? Alors, oui, bien sûr. Donc, il y a des facteurs de personnalité qui favorisent la créativité, hein, dans le Big Five. Donc, pour ceux qui connaissent pas, hein, le Big Five, c'est le, le cadre un peu consensuel d'étude de la personnalité. Finalement, c'est une réduction de tous les travaux sur la personnalité, une réduction à 5 dimensions. Et parmi ces 5 dimensions, il y en a une qui s'appelle l'ouverture à la nouveauté, la curiosité. Et donc, cette dimension d'ouverture à la nouveauté et de curiosité, elle est prédictrice de la créativité. Dans une petite mesure, c'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a un lien qui a été Mmh. démontré, mais c'est pas la seule manière d'être créatif. Et là, j'ai envie de revenir aux fondamentaux de la psychologie, parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant pour tout le monde, hein, finalement, dans les bases de la psychologie, il y a un peu des règles de définition du fonctionnement de l'humain qui pourraient être utiles à tout le monde. Donc, en fait, il y a ce débat depuis toujours dans la psychologie entre l'inné et l'acquis. Être créatif, est-ce que c'est inné ou est-ce que ça s'acquiert? Être intelligent, est-ce que c'est inné, est-ce que ça s'acquiert? Je sais pas moi, avoir une bonne mémoire, est-ce que c'est inné, est-ce que ça s'acquiert? Et on peut décliner ça sur toutes les habiletés, les compétences humaines. Bon. Et la réponse, c'est les deux, en général. Donc, de manière générale, pour n'importe quelle compétence ou habileté, on a tous plus ou moins des prédispositions. Donc, de la même manière, pour la créativité, on est plus ou moins prédisposé. On va avoir naturellement une propension à être plus ou moins créatif individuellement. Donc ça, c'est l'inné, la part de l'inné dans la créativité. Mais c'est pas tout. En fait, la créativité, c'est aussi quelque chose qui s'acquiert, qui s'entraîne, qui peut justement, qui est sensible aux outils méthodologiques, au contexte, aux situations dans lesquelles on va plonger l'individu. Et donc, tout le monde peut apprendre. Quelqu'un qui n'a pas, à la base, n'est pas très créatif, peut progresser en s'entraînant. Quelqu'un qui est très créatif peut aussi progresser en s'entraînant. Et donc, même quelqu'un qui sera un génie de la créativité, qui sera né comme ça, mais en travaillant toute sa vie, il va encore continuer à repousser ses limites et va devenir encore plus créatif. Donc, il y a toujours cette règle de base des prédispositions d'une part et après des facteurs situationnels qui permettent de continuer à progresser. OK, et est-ce qu'il y a, tu des petits exercices dans ta valise, qu'on peut faire chez soi pour, s'entraîner à la créativité? Ah oui, oui, il existe plein de choses comme ça. Euh, je réfléchis, pardon. Je prends le temps de Vas-y, une minute de réfléchis. réfléchir. Je peux je En je comble le vide pendant que tu réfléchis, parce que j'ai fait il y a, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, très récemment, j'ai vu un post sur LinkedIn de quelqu'un qui avait fait sa thèse en même temps que moi et qui maintenant travaille, je crois, à, je sais plus le nom de l'entreprise, mais quelque chose, en lien avec l'entraînement cognitif. Mmh. Et il partageait un petit jeu, donc c'était pour récolter de la data, hein, mais je me suis prêtée au jeu et c'était justement, fallait, dans un temps limité, trouver le plus d'idées originales possibles d'utilisation d'un objet. Donc par Mmh. exemple, comment on peut utiliser un crayon? Oui. Alors on peut l'utiliser, pour écrire, pour se tenir les cheveux en chignon, et puis, voilà, donc essayer de trouver un maximum d'idées créatives. Et à la fin, il y avait une étape où il fallait juger les idées des autres et dire selon moi c'est très créatif ou c'est peu créatif. Oui. Et donc je me dis c'est peut-être un bon exemple pour stimuler la créativité de Oui. s'entraîner comme ça de temps en temps.
Tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un exercice de pensée divergente. Donc, voilà, finalement, le principe, c'est de trouver le maximum d'idées sur un sujet ou une question donnée, un problème donné. Donc, générer le maximum. Ça, c'est effectivement, c'est hyper puissant. Quand on est habitué à générer du nombre, à accumuler les idées différentes sur un même sujet, effectivement, ça, c'est quelque chose qui va fluidifier la pensée créative. Donc ça, c'est très intéressant à développer. Et incidemment, quand on se donne l'objectif de générer le maximum d'idées, en fait, on va être obligé de dépasser l'autocensure dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, je reformule, pardon. Une des règles dans le brainstorming, c'est de dire, donc vous devez, ah non, non, excuse-moi, je reviens. Euh, quand on demande dans un brainstorming de générer le maximum d'idées, quelle que soit leur qualité, parfois les participants ils réagissent en disant ouais mais bon ok bah dans ce cas-là moi je vais dire n'importe quoi. Et ça c'est génial. C'est-à-dire que quand on s'autorise à dire n'importe quoi, c'est là qu'on commence à être créatif. Donc cet exercice de devoir générer le maximum d'idées, donc de focaliser sur la quantité et pas la qualité, ça permet de débloquer ce truc d'autocensure et de dire c'est bon, je vais me lâcher, je vais dire tout et n'importe quoi. Et ben c'est ça être créatif. C'est s'autoriser à dire n'importe quoi. Et dans le n'importe quoi, de temps en temps, il y a une idée de génie, il y a une pépite. Mais ça, en fait, en première approche, on ne se l'autorise pas. On veut toujours donner la bonne réponse de premier coup. Surtout Donc, en groupe, ça s'entraîne, effectivement. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que le brainstorming, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement, assez facilement en atelier. Mais j'ai pas le réflexe de donner la consigne de dire n'importe quoi, de s'autoriser à dire n'importe quoi. Et je pense que ça change tout. Je vais me l'intégrer, je vais me la noter, cette consigne. Ouais. De dire, allez-y, c'est le privilégier la quantité. On s'en fiche de la qualité. Intéressant. Ce serait quoi, du coup, on a parlé beaucoup de plein de choses super intéressantes et de théories. Concrètement, les méthodes qui sont vraiment efficaces, que tu disais, bon voilà, j'aime pas trop mettre de pression temporelle. Qu'est-ce que tu utilises comme méthode pour générer des idées? On m'a déjà posé cette question-là et d'habitude, je refuse de répondre. Ah. Parce que des méthodes, il en existe des dizaines, peut-être même des centaines, et je les aime toutes. Donc, c'est hyper difficile pour moi de dire d'en privilégier. Après, comme je te disais aussi tout à l'heure, la méthode, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est intéressant, finalement, c'est le mécanisme sous-jacent. Donc là, on en a cité un en disant la fluidité de la pensée, le fait de s'autoriser à dire n'importe quoi. Ça, c'est un mécanisme hyper puissant. Et donc, il y a plein de méthodes pour réussir à déclencher ce mécanisme, mais du coup, ça me semble super important. Donc, s'autoriser à dire n'importe quoi, en fait, ça permet aussi effectivement de bouger un petit peu les barrières de l'autocensure. On a parlé de beaucoup de créativité en groupe, mais c'est vrai que même quand on est seul, on est soumis à l'autocensure. C'est notre surmoi, quoi, ce qui nous empêche on est aussi élevé comme ça dans notre éducation, que ce soit familiale ou scolaire. On est élevé à être dans le contrôle de soi. Et donc, en fait, je pense que c'est intéressant aussi de prendre du recul par rapport à ce contrôle et de temps en temps de réussir à dépasser cet autocontrôle. Donc, ça peut aider à être créatif. Et puis, ça va faire référence à des méthodes. On n'a pas encore parlé de ce genre de méthodes, des méthodes plus basées sur le fait de faire rêver, l'onirisme, tu sais, susciter des émotions positives, l'émerveillement. Donc, la beauté, voilà. Donc tout ça, en fait, c'est une autre famille de méthodes qui sera moins cognitive et plus affective et qui va aussi permettre d'alimenter la créativité. Tu peux nous donner un exemple quand même d'une de ces méthodes, parce que ça je connais vraiment pas du tout.
La méthode du rêve éveillé. Du coup, ça s'apparente peut-être un peu à des méthodes de méditation guidée. Après, en termes techniques ou technologiques, du coup, pour ce genre de méthode, on peut utiliser la réalité virtuelle. Donc, on va s'immerger dans un environnement qui nous permet de sortir, hein, sortir voilà, du bureau, de la pièce, de la salle de cours ou de la salle comment dire, de la salle de créativité. On va aller visiter l'espace dans un environnement virtuel, immersif. Et ça, en fait, ça permet aussi d'activer des mécanismes, des modes de pensée différents qui peuvent contribuer à fluidifier la pensée créative. Donc l'idée, c'est de se mettre dans un environnement très différent par exemple, un paysage onirique, et d'aller générer des idées dans cet environnement-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que du coup, ça va favoriser de nouveaux points de vue. Ouais, Plutôt que de ok. rester dans son bureau ancré dans l'environnement professionnel, industriel, etc. Bon, bah là, on va s'évader. Et Ouais, donc, effectivement, il y a 3 manières de le faire. Soit tu t'évades physiquement, donc tu organises une séance de créativité dans un chalet, dans la montagne. OK? ouais, C'est pas tous les jours, mais si tu réussis à le faire, bah ça, c'est fructueux, hein. Les gens qui ont vécu ce genre de choses, hein, d'aller s'exiler pendant 2 jours dans un environnement très différent de leur quotidien, bah, du coup, ils ont réussi à générer des idées nouvelles. Donc, soit tu le fais en physique, réellement, tu voyages, soit tu le fais, comme je te disais, en réalité virtuelle pour aider grâce à des images finalement, à t'abstraire de la situation actuelle, de ton quotidien et de ta manière de penser routinière. Soit enfin, tu peux le faire uniquement de façon mentale, avec des techniques qui s'apparentent à la méditation guidée finalement pour réussir à s'immerger au moins mentalement ouais. dans un autre contexte. Ok, C'est intéressant. C'est intéressant à vivre et c'est intéressant de voir aussi les résultats que ça produit. ok, super. Et sinon, du coup, sur les aspects plus cognitifs, si tu veux pas m'en citer parce qu'il y en a des centaines, est-ce qu'il existe un catalogue ou quelque chose, des méthodes qui sont éprouvées scientifiquement? Oui, 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 oui. Alors, en fait, le problème dans un catalogue, il y a des ouvrages, hein, comme ça, les 101 problem solving activities, des choses comme ça. Donc ça existe. Après, encore une donc éprouvé scientifiquement, oui, sachant que, encore une fois, un même mécanisme qui aura été démontré expérimentalement scientifiquement, il peut être décliné dans plein de méthodes différentes. Donc on va Ouais, retrouver dans le catalogue, même si le catalogue fait l'inventaire de 100 méthodes, ça ne veut pas dire qu'il y aura 100 processus oui, cognitifs ou sociaux derrière, ou créatifs derrière. Ça veut dire qu'il y en aura quelques-uns qu'après on peut décliner, avec lesquels on peut jouer. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, il y a des auteurs qui ont édité des ouvrages pour répertorier plein de méthodes de créativité différentes, avec différentes modalités de production d'idées, différentes structures méthodologiques, mais qui reposent sur des processus communs. ok. Du coup, ouais, si on résume, les processus, tu les as dit au début, c'est limiter l'autocensure. J'ai oublié, ah oui, être à plusieurs. Oui. Et puis il y avait quoi encore? En fait, dans être à plusieurs, il y a la stimulation cognitive, c'est-à-dire être Oui, exposé aux idées ah, des autres, donc oui, alimenter sa propre génération d'idées avec des idées qui viennent de l'extérieur. Donc là, on n'en a pas parlé, mais bien sûr, il y a aussi tout le domaine de la créativité assistée par l'intelligence artificielle. Parce que ça mmh, marche quand même vraiment bien, même si on ne travaille pas avec un humain en l'occurrence. Mais les systèmes informatiques, ils nous aident à diverger. Et bien avant l'intelligence artificielle, on faisait déjà ça avec simplement avec un moteur de recherche. Quand on rentre une question ou des mots-clés dans un moteur de recherche et qu'on voit ce qui en ressort, donc parfois, les premiers résultats, c'est des résultats évidents, donc ils ne vont pas être créatifs. Et de temps en temps, on a des résultats un peu incongrus qui sont sortis par le système. Et ben ça nous aide à être créatifs parce que finalement, l'incongruité, ça nous stimule, nous, humains, ça va activer d'autres réseaux de la mémoire sémantique et du coup, ça va nous permettre d'aller chercher d'autres types d'associations d'idées.
Donc ça, c'est intéressant. Du coup, en groupe, il y a ce phénomène cognitif Mmh. et en groupe, il y a aussi le phénomène social qui fait qu'effectivement, quand on travaille avec d'autres humains, eh ben, on a un certain nombre de notre potentiel qui se débloque, qui peut se bloquer sur certains aspects, mais qui peut aussi se débloquer sur d'autres aspects. OK. On va passer à la conclusion. Oui, Hem, donc j'ai des petites questions, oui. auxquelles je te demande de me répondre assez rapidement. Alors la première du coup, on l'a déjà un petit peu abordée, c'est selon toi, c'est quoi le top 3 des méthodes ou ateliers pour stimuler la créativité? Je sais pas Bah, si alors tu du veux coup, bien y en aller top quand 3, je vais pas répondre en termes d'atelier, mais je vais répondre en termes de processus. Donc, oui, un processus cognitif d'aller chercher du contenu, que ce soit humain ou artificiel. Un processus social, et là, on va privilégier l'humain dans le processus, social pour booster sa créativité. Et du coup, un processus affectif, qui est aussi de colorer finalement son expérience de créativité avec, un contenu émotionnel. Tout à l'heure, je citais voilà, le fait de s'évader, par exemple. OK. C'est quoi le résultat de recherche que tu as obtenu dont tu es le plus fier, que ce soit par sa robustesse ou son impact sur le monde professionnel? Oui. Alors ça, c'est 2 questions différentes pour moi parce qu'en fait, si on raisonne en termes de robustesse, ça va me faire, penser plutôt aux recherches que j'ai faites en laboratoire et sur la créativité. Donc là, j'ai envie de citer, les recherches qu'on a faites avec un certain nombre de collègues et l'impact des avatars, sur la créativité. Donc quand on fait de la créativité en environnement virtuel, on s'est rendu compte que en fonction de l'apparence de l'avatar qu'on a dans l'environnement virtuel, eh bien, on est plus ou moins créatif. Et donc ça, c'est des résultats que j'ai envie de qualifier de magnifiques qu'on a obtenus parce qu'en fait, on a vraiment réussi à augmenter très significativement la créativité en faisant varier l'apparence de notre avatar en environnement virtuel. Et c'est des résultats pour lesquels on est connue dans le monde. Moi, j'ai des confrères, aux États-Unis, qui connaissent mes travaux, sur ce point-là. Donc c'est des travaux qui ont été très, très diffusés, dans la communauté, qui ont eu un certain succès, voilà, modestement au niveau, scientifique. Donc ça, c'est une fierté et c'est du coup purement académique, mais on est assez loin des problématiques industrielles et de l'application sur le terrain. Donc sur le terrain, je vais avoir en tête, d'autres études de cas. Je te citais tout à l'heure la SNCF, là, la robotisation de la maintenance ferroviaire. Donc là aussi, il y a des choses dont je suis très fière, mais finalement qui sont d'un ordre tout à fait différent. L'impact, il est plus, ciblé, terrain, il est moins fondamental, mais c'est aussi une grande fierté. OK. Sur, ce dont tu parlais sur l'avatar, moi ça m'évoque une application puisque, la dernière personne que j'ai interviewée dans le podcast, elle vient de s'associer pour créer une nouvelle entreprise et c'est pour de l'évaluation de produits Mmh mh. et c'est en fait, c'est un avatar qui pose les questions, qui guide et donc je pense je sais pas si elle connaît, mais si elle connaît pas, ça l'intéresserait de savoir, bah, que, selon enfin, du coup, c'est le physique de l'avatar, c'est ça? Exactement, son apparence et les stéréotypes qu'il active. OK, Mmh. su super intéressant Alors ou ça, voilà, flippant, je sais on pas. peut se refaire des heures de discussion là-dessus. Ouais. Bah, je voudrais bien que tu m'envoies la référence, je la mettrai en description du podcast. Volontiers. Question suivante, est-ce que ça t'arrive d'utiliser la démarche de conception centrée utilisateur dans ta vie personnelle? Alors, à proprement parler, heu, bon, enfin, oui et non. En fait, du côté démarche de conception, je vais pas l'utiliser rigoureusement tel quel dans mon quotidien parce que c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis à un stade où j'ai un peu dépassé le côté, méthodologique, hein, quand je te parlais de comment on fait de la créativité aussi avec mes collègues qui sont spécialistes eux-mêmes de la créativité. Mais par contre, moi j'essaye et très naturellement, je vais chercher à incarner quand même ce sur quoi je travaille. C'est-à-dire qu'effectivement, mes recherches sur la créativité, je pense sincèrement et je constate, j'ai envie de te dire, qu'elles ont augmenté ma créativité. Mes recherches sur les questionnements sur la culture, sur les évolutions des sociétés, sur le sens du travail, ça a aussi impacté ma vie quotidienne. On n'en a pas parlé, mais je fais aussi des recherches sur le leadership et très clairement, je pense que ça a aussi infléchi beaucoup ma manière de fonctionner, que ce soit
dans le monde du travail avec mes collègues, mais aussi avec mes enfants, avec mes amis, de développer finalement d'autres manières d'interagir avec autrui grâce à ces recherches. Donc de manière générale, oui, il y a un lien étroit entre mes recherches et ma vie privée. Super. Et enfin, les 2 questions signature du podcast. La première, c'est qui aimerais-tu écouter au micro de ce podcast? Alors, en fait, quand j'ai lu le pitch de ton podcast, j'ai pensé à mon amie, Ioana Oknarescu, qui est directrice de Strat Research et qui a fait des travaux, surtout dans sa thèse, sur la notion d'expérience, mémorable. C'était pas tellement enfin, elle, c'est expérience mémorable dans le sens expérience esthétique et j'ai tout de suite pensé à elle quand j'ai lu l'introduction de ton podcast. Donc je pense que c'est quelqu'un qui pourrait avec qui tu pourrais avoir une conversation absolument passionnante. Donc elle, son domaine, c'est le design. Et OK. effectivement, elle nous fait rêver, elle nous procure des expériences mémorables dans son univers à elle du design. OK, génial. Bah, j'irai voir ce qu'elle fait. Super. Et pour le mot de la fin, est-ce que tu peux nous raconter une expérience utilisateur personnelle qui soit particulièrement mémorable pour toi? Ça peut être dans le domaine logiciel ou pas du tout, dans le domaine personnel, vraiment n'importe quoi. Oui, bah, je vais te raconter, un truc que j'ai vécu qui fait le lien aussi avec ce dont je te parlais tout à l'heure, du fait de s'évader. Mmh. Tu sais, on trouve là maintenant assez facilement des lieux dans lesquels on peut avoir des expériences en réalité virtuelle, de s'immerger soit, par exemple, dans les musées, on peut s'immerger dans l'œuvre d'un artiste, d'un Mmh. peintre. Là, j'ai fait quelque chose de ce type-là avec, l'œuvre de Van Gogh il y a pas longtemps. Et puis aussi là, donc moi je suis en région parisienne, donc à Paris, on trouve assez facilement des lieux dans lesquels on peut faire des visites virtuelles de Paris et donc on visite Paris, mais différemment, en fait, comme un oiseau. On est dans le ciel et on voit, l'environnement, les menus les monuments, les rues, différemment. Et j'avais fait ça, une visite de Paris, genre, enfin, moi, ça fait 20 ans que j'habite à Paris, même plus, 25 ans que j'habite à Paris et je suis allée faire une visite de Paris, mais en virtuel et en fait, bah, c'était mémorable pour moi parce que je connaissais tout, mais je le voyais différemment. Donc c'est une super belle métaphore finalement de la créativité, de dire que même dans notre environnement quotidien, on peut toujours, même au bout de plusieurs décennies, on peut réussir à le voir encore différemment, d'une part. D'autre part, ce que je te disais tout à l'heure, le fait de s'évader, par exemple, par la réalité virtuelle, ben, ça marche, ça crée quelque chose dans l'humain, dans l'affect, ça crée un souvenir aussi, qui va perdurer et puis c'était une expérience que je qualifierais de merveilleuse. Voilà, dans le registre de l'émerveillement et ça stimule aussi, la créativité et puis c'est mémorable. Voilà. Génial, OK. Super, ouais, ça doit être assez fascinant de découvrir, un lieu qu'on connaît, mais d'un autre point de vue. Je me souviens que j'avais testé avec, un casque de réalité virtuelle, mon frère en a un et on avait fait du Google Earth et donc Mmh. on était allé voir, bah, par exemple, le village de ma grand-mère, alors là, j'imagine que c'est bien plus, précis que Google Earth, ce que tu as pu vivre, mais déjà, c'était fou, en fait, Ouais. de survoler le village comme ça, c'était assez chouette. OK, bah, super, merci énormément pour cette discussion, cet échange, hyper riche. Eh ben, merci à toi de cet échange et puis bonne continuation, pour ton podcast et pour tout le reste. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok, vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.